Bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Désolé pour le léger retard. Nous allons assez rapidement développer les thèmes ce soir. L'institution judiciaire au Cameroun est-elle à la hauteur de ses missions? Missions en matière de démocratie, en matière de préservation de la paix sociale. À la fois trop lente et trop rapide pour certains, parfois brutale, difficile d'accès, inégalitaire, pauvre, mal organisée, peu compréhensible, sous influence. Et ce n'est pas faute pour ces professionnels qui ont choisi de travailler au service du bien public, de vouloir qu'il en soit autrement. Voilà un peu le descriptif que certains font de la justice camerounaise. Et au lendemain des assises du Conseil supérieur de la magistrature, nous allons nous interroger ce soir. Conseil supérieur de la magistrature, comment refonder la démocratie au service, comment refonder la justice au service de la démocratie et de la paix sociale. Ce sera le premier thème. En seconde partie d'émission, nous allons nous intéresser à la faveur des dernières décisions du président de la République concernant la forêt des Baux, ici dans la région du littoral, et les conflits que l'on observe dans la vallée du Thème. On va s'interroger, je disais, conflits fonciers et disputes ethniques, l'autochtonie ou le mérite au fondement de la justice spatiale. Il n'est certainement pas question de faire une évaluation du dispositif juridique domanial et foncier du Cameroun, mais une réflexion peut être menée ce soir pour comprendre les causes des conflits fonciers qui malheureusement qui mettent souvent au centre de la dispute les disparités ethniques. Trois invités, le quatrième nous ayant fait défaut pour l'instant. Abel Elimbi Lobé qui est entendu n'est pas encore là. Pierre-Emmanuel Bignan, bonsoir. Bonsoir monsieur le député et bonsoir à mes copanélistes. Bienvenue à Douala pour Anne Fegon Noah. Je sais qu'elle est résidente de Yaoundé. Alors, un bonsoir également à tous les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que ce soit ceux qui sont au pays ou ceux de la diaspora, parce qu'on a quand même beaucoup de militants dans la diaspora. Un clin d'œil pour tous ceux qui sont dans la diaspora aujourd'hui. J'ai bien failli vous laisser terminer la présentation des panélistes. Vous avez commencé par Anne Fegon. Patrick Refoué, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à mes companélistes et aux milliers de téléspectateurs de ce programme. Vous êtes là pour le RDPC, merci d'être là. Et puis Anne Fegon Noah, bonsoir. Bonsoir M. Dipita, bonsoir à mes copanélistes. Je vous remercie, cher M. Bignam, de me souhaiter bienvenue à Douala. C'est très sympa. Bonsoir à tous qui nous regardent ce soir. Je vous aurais également souhaité la bienvenue, mais évidemment, en nom à tous, Pierre-Emmanuel l'a déjà fait. Vraiment très heureux de vous avoir. Je crois que c'est la première dans le cadre de cette émission. Oui, en effet. Carte sur table. Vous êtes, je rappelle, porte-parole du président Cabral Libi, le président du PCN, qui est dans une tournée nationale. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. C'est une tournée, pas de remobilisation, parce que nos équipes à nous ne sont pas souvent démobilisées, mais c'est une tournée pour redéfinir les objectifs du parti. À moyen terme, nous sortons d'une élection qui a été assez intense. Discuter de l'implantation du parti, des stratégies d'implantation du parti, parce que comme vous le savez, nous avons l'intention de remplacer le RDPC. Mon président national a l'intention de remplacer le président national, le monsieur Rifoué, à la tête de l'État. Il faut donc se préparer parce que c'est un adversaire sérieux. Donc c'est une tournée qui vise à définir les bonnes stratégies d'implantation du parti dans le septentrion. Il faut rappeler que le parti est né est créé par des aînés du septentrion, donc c'est un parti qui était qui était plus connu de ce côté du pays. Il est maintenant question de posséder ce qui pourrait nous servir de base, de bastion. Même si, évidemment, nous avons pour objectif final avoir le Cameroun pour bastion. Je rappelle également que vous êtes vice-présidente nationale du bureau politique du PCRN, première vice-présidente. Tout est dit. Avant peut-être de développer les deux thèmes, messieurs, on va commenter l'actualité brûlante, le coup d'État en cours au Mali. C'est pratiquement confirmé depuis quelques heures déjà. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Bouba Cissé sont entre les mains des putschistes au camp Soundiata Keïta à Katis, à quelques kilomètres de Bamako, une quinzaine de kilomètres. Pierre-Emmanuel, vous direz une surprise au regard quand même de la récente actualité au Mali, une rue qui a fortement bougé, une crise sociopolitique latente. On a vu les présidents de la CEDEAO, de la sous-région, se mobiliser pour essayer d'aller servir de médiateur. Mais ce soir, les choses ont semblé aller plus vite que l'actualité, on dirait. Bon, c'est dommage pour le peuple malien qu'on en soit arrivé là.
C'est vrai que ce n'est pas surprenant parce que quand on regarde, on suit l'actualité politique du Mali ces derniers temps, avec tout ce qu'il y a eu comme mobilisation de la part du peuple pour contester la présidence de IBK, il est quand même, quand on regarde tous ces événements que nous avons suivis de ce côté, pratiquement les 3 dernières semaines, disons les 4 dernières semaines, on comprend qu'on pouvait arriver à ce genre de situation. Mais quand je dis que c'est dommage, c'est parce qu'on assiste une fois de plus à un recul de la démocratie, parce que l'armée n'est jamais mieux indiquée pour prendre le pouvoir. Lorsque l'armée prend le pouvoir, ce n'est pas pour remettre aux civils. Et même lorsqu'elle fait semblant parfois de remettre aux civils, on sait que les chefs militaires gardent la main sur le pays de bout en bout. Donc voilà une autre dictature qui est en train de vouloir s'implanter au Mali. Mais il faut analyser plutôt les causes de cela. Les causes de ce qui arrive au Mali aujourd'hui viennent du fait que lorsque les chefs d'État africains continuent à faire semblant, à forcer la main du peuple pour, soi-disant, se représenter à la tête du pays, alors que les aspirations profondes des populations ne sont pas comblées, alors que les attentes profondes des populations ne trouvent pas de solution, en ce moment, on arrive à ce genre de situation où quelques mois seulement, quelques temps après seulement sa réélection, le peuple se soulève. On a connu ça également avec le président de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un qui vient d'être élu, quelques temps après, le peuple remplit les rues pour contester? Ça veut dire que quelque part, est-ce que le système électoral des pays africains est fiable? Est-ce que les élections présidentielles en Afrique et même locales ne sont pas une forme de mirage qu'on veut montrer au peuple que les États africains sont démocratiques, alors qu'au fond, il n'y a pas de démocratie. Donc, dommage pour ce peuple-là, qui va encore souffrir pour longtemps. Nous sommes contre au mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'aimerais bien le préciser à tous les téléspectateurs. Le MRC est contre toute prise de pouvoir par la force. D'accord. Patrick Rifoué, on dirait la démocratie en recul dans ce pays qui a quand même connu par le passé, d'ailleurs, l'arrivée de Moussa, de Ibeka au Mali en 2013 était à l'issue d'un processus électoral. On peut dire qu'il y a un véritable recul démocratique dans ce pays au regard de ce qui se passe. Nous avons également appris avec consternation les événements qui se sont produits dans la journée dans ce pays ami. Et nous exprimons notre solidarité vis-à-vis du peuple malien. Il y a là une atteinte à l'ordre constitutionnel et cela est bien entendu regrettable. Le RDPC condamne les actes qui ont été posés par les soldats maliens. Il faut noter que c'est la 4e fois que nous assistons à un coup d'État au Mali et la seconde fois depuis le retour de la démocratie en 91, déjà à la suite d'un coup d'État. Nous espérons que les pays amis, notamment la CEDEAO, qui était penchée sur le Mali, trouvera une issue afin que les soldats rentrent dans les casernes et que l'ordre institutionnel soit restauré. Antigone, recul de la démocratie au Mali? Chaque fois que le pouvoir est pris de cette manière, il y a effectivement déni même, je dirais déni de la démocratie. En tant qu'Africaine, je suis assez déçue que les élections dans nos pays soient toujours empreintes de ce type d'incompréhension qui peuvent après dégénérer sur des scénarios comme celui du Mali, qui, à mon humble avis, n'est pas confortable pour les populations, parce que des fois aussi on parle même des soulèvements populaires alors qu'on n'a pas forcément consulté la majorité des citoyens du pays. On ne sait pas ce qu'ils en pensent. Est-ce que ceux qui ont décidé de procéder de cette manière ont tenu un référendum pour être sûr que c'est l'opinion de tout le monde? Mais il semblait de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, chacun parle au nom du peuple parce qu'il voulait... Mais
je suis déçu, je suis assez embarrassé, assez gêné par ce scénario. Pour le moment, nous recoupons encore les informations. Au niveau du PCRN, nous essayons de recouper des informations pour être un peu plus fixés là-dessus. Mais a priori, c'est une situation que nous désapprouvons. Ce sont des procédés auxquels le PCRN ne croit pas. On va donc prendre la transition et puis revenir en plein dans le débat de ce soir autour de nos thèmes. D'abord, le Conseil supérieur de la magistrature et puis derrière, évidemment, on parlera des questions foncières. Transition. D'abord, un commentaire peut-être avant de rentrer en plein sur les dernières résolutions du Conseil supérieur de la magistrature tenues le 10 août dernier au Palais de l'Unité. Résolutions qui ont évidemment abouti à des changements au niveau des tribunaux, de la Cour suprême en termes de nomination des différents acteurs. En seconde, un commentaire. Oui, disons que en dehors de la nomination de nouveaux membres au sein du Conseil supérieur de la magistrature, parmi lesquels l'honorable Ngoyi, qui est de mon parti, on ne peut pas dire qu'il y a eu des résolutions terribles, parce que ce qui s'est passé et ce qui se passe habituellement, les magistrats sont affectés sur des critères que nous ne comprenons pas très bien, qui n'ont jamais été clarifiés pour l'opinion. Il y a des grognes même au sein de des magistrats. Certains sont contents, certains ne le sont pas parce que les procès ne sont pas clairs. Et il y en a qui sont montés en grade. Vraiment rien d'exceptionnel, rien de bien particulier. Nous nous serions attendus au moment où notre pays montre des signes de fébrilité et où la question de la justice sociale et de la justice en général, du système de justice, devrais-je dire, est au centre des débats. Nous nous serions attendus à ce que des grandes décisions soient prises. Par exemple, des décisions visant à restructurer le système de justice de notre pays afin que cette rupture de confiance qu'il y a entre le magistrat et le citoyen soit résorbée, mais il n'en était rien. Donc, à mon humble avis, c'est du classique, il n'y a rien d'exceptionnel qui s'est passé. Patrick, 3 ans après, la montagne qui accouche d'une souris, c'est ça vous direz pareil? Non, je pense qu'il y a eu différents types d'actes. Les auditeurs de justice ont été intégrés, il y a eu des nominations, il y a eu des mutations de magistrats. Effectivement, c'est l'ordinaire d'un conseil supérieur de la magistrature. Il ne faut donc pas s'attendre, il ne fallait pas s'attendre à davantage de résolutions que celle-là, ce d'autant que les dossiers disciplinaires ne faisaient pas partie de l'ordre du jour de ce conseil-là. Je pense que c'est un bon point pour notre justice parce que l'un de ces points aveugles, ça a toujours été la question de la lenteur. Et je pense que l'intégration de ces promotions d'auditeurs de justice, ça pourra donner un coup de fouet au système judiciaire parce que les lenteurs sont souvent dues au fait que les magistrats sont accablés par le travail. Donc, s'il y a une meilleure répartition de la charge du travail, on peut supposer que les décisions soient rendues de manière plus diligente dans les différentes juridictions. Donc, ce qui a été fait à saluer. Je salue également la nomination d'une magistrate intègre au TCS et son indépendance et sa rectitude morale ne seront pas de trop pour relancer la lutte contre la corruption qui est le cheval de bataille de cette institution spécifique. Un commentaire, Pierre-Emmanuel? Un commentaire, c'est qu'un conseil supérieur de magistrature qui devrait se tenir normalement tous les ans s'est tenu enfin 3 ans après. Le premier sentiment que j'ai, c'est que le régime du président Paul Biya ne prend pas au sérieux la justice camerounaise. Et lorsque ce conseil de magistrature se tient, pire des choses, ce qui est même scandaleux, c'est que nous connaissons dans quelle turbulence notre pays est plongé depuis pratiquement 2016, avec la crise anglophone, la crise post-électorale, les arrestations arbitraires, des injustices à gauche et à droite, et qu'un conseil supérieur de magistrature se tienne sans qu'il y ait le conseil de discipline. On sait que le rôle du conseil supérieur de magistrature, ce n'est pas seulement de mettre un accent sur le tableau d'avancement des magistrats.
Mais il s'agit aussi de gérer les dossiers de discipline des magistrats. Le sentiment que le peuple a aujourd'hui, les Camerounais ont aujourd'hui, est que le président Paul Biya, une fois de plus, nous a entubés. Comment il nous a entubés? Au moment où le climat social est délétère, sur le plan politique, sur le plan même économique, lui, il vient, il récompense plutôt les magistrats avec des nominations à gauche, à droite. On ne voit pas de dossier disciplinaire. Nous savons qu'il y a des cas qui relèvent du non-respect du droit et de l'état de droit au Cameroun. Je prends un cas simple. Le président national, président élu, Maurice Kamto, du MRC, a été arrêté arbitrairement l'an dernier avec plus de 250 membres de notre parti. Ils ont eu toutes sortes de chefs d'accusation. À la fin, ils ont été relâchés. Ils ont tout aussi été relâchés. Voilà, ils ont été relâchés sans qu'ils ne soient condamnés par quoi que ce soit. Aujourd'hui, notre vice-président Mamadou Mouta est toujours en détention. Il est à la prison centrale principale de Koundengui avec Moutaïga et d'autres membres militants du MRC. Il n'y a que ce cas-là. On a des journalistes qui ont été arbitrairement arrêtés, comme le Paul Chouta, qui n'ont jamais été jugés, dont on ne fait que renvoyer des procès. Il y a plein de cas d'injustice qui se produisent à divers endroits de la société. Et qu'un conseil supérieur de magistrature, 3 ans plus tard, se tienne sans qu'on ne se prononce sur le conseil de discipline, pour montrer au moins au peuple qu'il y a le sentiment de faire des choses de façon équitable au Cameroun et de rendre la justice. Ça ne rassure pas les Camerounais, ça nous laisse à notre fin. Pour revenir donc dans le thème, Anne Fegonde, au regard donc de la structuration de cette justice, au regard de son organisation, de ses contraintes surtout, on a parlé de lenteur tout à l'heure, peut-on penser, peut-on croire qu'elle peut garantir la paix sociale dans ses missions, dans son quotidien, en essayant de rendre justice? Alors, Monsieur Dipita, chaque fois qu'on parle de la justice, nous nous sentons profondément interpellés au PCRN. Parce qu'il faut rappeler que la justice est le régulateur par excellence de tous les secteurs de la vie publique. Ça veut dire qu'on pourrait observer des dysfonctionnements ailleurs, mais pas dans le système de justice. Une œuvre humaine, on pourra dire que les œuvres humaines sont perfectibles, mais la justice a des codes, elle est régie par des textes, par des lois qui ne demandent qu'à être améliorées et appliquées. Le magistrat, encore une fois, représente à ce visage divin, c'est-à-dire qu'un visage sacré, lorsqu'on sait qu'un magistrat peut décider, peut exercer le droit de vie et de mort sur un individu. C'est pour dire à quel niveau, et sans avoir péché, parce que c'est légal, c'est son droit. C'est pour dire à quel niveau de la société le magistrat devrait se trouver au sommet. Malheureusement, la réponse à votre question est sans équivoque, c'est non. En l'état actuel de la justice, du fonctionnement de la justice de notre pays, elle ne peut pas garantir la paix sociale. Elle est d'ailleurs chrysogène, elle est dangereuse, elle contribue même à détériorer la paix sociale. Pour une raison simple, les humains ont besoin de quelqu'un vers qui se tourner quand ils n'ont plus de solution. C'est-à-dire que vous êtes en conflit avec quelqu'un qui est plus fort que vous, qui est plus puissant, vous êtes dans une situation d'incompréhension. Quand un être humain ne sait plus quoi faire, il a besoin de quelqu'un qui parle. Dieu, nous ne le voyons pas facilement. D'ailleurs, tout le monde, il y a des gens qui ne croient même pas, qui ne sont même pas croyants. Mais au moins, nous avons des magistrats qui représentent ce caractère sacré, divin, de l'institution suprême qui peut trancher. À partir du moment où on observe une rupture de confiance, une totale et complète désaffection entre le magistrat et le citoyen, la justice devient un élément, un facteur de désintégration de la paix sociale. Pour la simple raison que si le régulateur ne peut pas vous écouter, ne peut pas vous garantir l'équité, ne peut pas vous garantir un procès juste, équitable, une analyse objective de votre situation, vous avez envie de vous faire justice vous-même. Et lorsqu'on observe, je le dis souvent, il y a pas mal de violences dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est surpris, on dit que les gens meurent pour 100 francs. Ce n'est pas pour 100 francs que les gens meurent.
Ce n'est pas 100 francs. Il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Ça aurait pu être 10 francs, ça aurait pu être 100 francs. Les gens meurent de cette manière parce que les Camerounais ont désormais pris l'habitude de se défendre eux-mêmes. Lorsqu'on sait que ça ne sert à rien que j'aille chercher quelqu'un qui viendra dire à mon voisin qu'il a tort, on a envie de se rendre justice. En tout cas, on essaye d'exprimer ses frustrations d'une autre manière. Ça se voit partout. Et là, vous y voyez la différence dans les bagarres. Nous sommes de ceux qui pensent au PCRN que le principal responsable de la situation de notre pays, que ce soit la situation sociopolitique, que ce soit la situation socio-économique, c'est le magistrat. Parce que c'est le magistrat qui doit être capable de rappeler à l'ordre, même le pouvoir exécutif, un ministre qui se comporte mal, y compris le président de la République, quand bien même il faut après interroger l'organisation judiciaire, mais c'est le magistrat. Donc si le magistrat, en conclusion, quand le régulateur n'est plus digne de confiance, chacun fait ce qu'il veut, pour se sentir bien, on rentre dans l'état de nature et ça s'exprime de plusieurs manières dans la société. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça qui peut justifier les violences. Après, il y a des gens ça peut s'expliquer par d'autres raisons, mais il faut interroger, il faut questionner la problématique de la socio-jeunesse. Je pense que c'est la bonne expression. Comment est-ce que la société affecte les comportements des gens? Et celui qui régule la société dans ses différents démembrements, c'est le magistrat, c'est la justice. Alors non, la justice camerounaise en l'état actuel. Les magistrats qui nous suivent le savent. Ils le savent, ils en sont conscients. On ne peut pas non plus faire une généralisation. Je parle de ce qui se passe dans la majorité des cas. Je ne finis jamais mon propos sans m'excuser auprès de ceux qui font l'effort de bien travailler. Mais ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas du tout nombreux et ils sont les premières victimes de leurs collègues d'ailleurs. Patrick, sur le rôle de la justice pour maintenir et encadrer qui sait peut-être sauver la paix sociale, si tant il est vrai qu'elle pourrait être menacée. Oui, en règle générale, les citoyens font appel au juge lorsqu'il y a des situations litigieuses. Et le juge est appelé à trancher en supposant que lorsqu'il a dit le droit, effectivement, les situations ont vocation à s'apaiser, les dommages ont vocation à être réparés. Donc, en première approximation, j'ai envie de tempérer les propos qui ont été tenus par Anne Féconde. On ne peut pas dire que la justice au Cameroun n'est pas au service de la paix sociale. Il y a un certain nombre de cas qui sont observés. On ne va pas le nier, on ne va pas se mentir. Mais je suis désolé de constater que ces écarts ne sont pas la règle. Parce que ce qui se passe en règle générale chez nous, c'est que vous avez des situations dans lesquelles certains justiciables peuvent considérer qu'ils sont lésés par les décisions de justice qui sont prises. Mais lorsque vous êtes lésé au tribunal de première ou de grande instance, vous pouvez faire appel. Et lorsque la décision de justice ne vous satisfait pas en appel, vous pouvez vous pourvoir en cassation. Et moi, je constate une chose, c'est que s'il arrive au juge de première instance de rendre des décisions qui sont souvent contestées, de rendre des décisions qui font souvent l'objet de débats, en règle générale, en appel et en instance, les décisions qui sont rendues sont des décisions qui sont, dans la grande majorité des cas, conformes au droit. Donc, à partir de là, on ne peut pas parler d'une justice qui ne permettrait pas à la paix sociale d'être instaurée. Maintenant, il y a une nuance qu'il faut effectuer entre cette justice-là et la perception que les Camerounais ont de la justice. Parce que tous les Camerounais ne suivent pas la procédure en se disant « oui, peut-être le juge en première instance m'a lésé dans sa décision, je vais faire appel et je vais aller en cassation ». Les Camerounais n'ont pas souvent la patience de faire cette démarche-là. Et à partir de là, l'image qu'ils vont avoir de la justice, ça va être l'image qui est donnée par le juge d'instance. D'ailleurs, souvent, l'image qu'on a de la justice, quand on dit qu'il n'y a pas de justice, la justice ne fait pas son travail, c'est parce qu'on s'est arrêté au commissariat, où il y a eu des manœuvres qui ont peut-être permis d'élargir un prévenu. Mais un juge ne s'est même pas saisi de cette affaire-là. Sauf que
ce qui s'est passé au commissariat, on va mettre ça sur le compte du système judiciaire de manière globale. Donc j'ai envie de dire, il faut rester prudent et il faut se garder de toute affirmation catégorique sur la question. La justice camerounaise est perfectible, c'est un fait, mais la justice camerounaise n'est pas une justice qui attente à la paix sociale. Pierre-Emmanuel. Moi, je pense que ce que Anne Fégonde a dit a toute sa place. Ça a toute sa place parce que on ne peut pas, en l'état actuel, vraiment dire avec sincérité que notre justice au Cameroun garantit la paix sociale. Encore dans un contexte de guerre. Nous sommes dans un contexte de guerre depuis pratiquement 4 ans. Nous sommes dans un contexte de guerre. Et la guerre est partie d'où? Effectivement, de l'injustice sociale, des actes posés de la justice qui n'ont pas pu amener la population à se sentir écoutée. Lorsque les étudiants veulent contester une situation à l'université de Buea et qu'on se met à les traiter n'importe comment, sans que ceux qui les ont traités ainsi, je ne désigne personne, ne soient inquiétés. Lorsque les avocats veulent marcher pour protester, revendiquer certains droits, on se met à les jeter en prison. Lorsque les militants des partis politiques veulent faire des marches blanches pour dénoncer la malgouvernance, pour revendiquer des élections qui ont connu des situations de hold-up, on les prend, on jette en prison. Lorsque les terrains, les propriétaires terrains sont expropriés, tout le temps, au quotidien, dans les divers départements, les divers arrondissements, les diverses communes et les diverses localités de notre pays, sans que cela ne meure personne. On ne peut pas en ce moment dire que nous avons une justice qui garantit la paix sociale. Ce sont des faits, en anglais on parle de facts. Les faits sont là. Le Cameroun traverse une situation trouble. Trouble. Et comme Anne Fégonde disait, dans le contexte actuel où le Cameroun vit des moments compliqués, la justice devrait être cet étendard, ce miroir vers qui tout le monde devrait se retourner. Parce que ça ne va pas. Le pays se porte très mal. D'accord. Et dans un contexte actuel, il faut urgemment revoir notre système judiciaire. Le principe de séparation de pouvoir entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et exécutif voudrait que la justice soit libre dans notre pays. Dans notre pays. Quand on lit par exemple la constitution du 10 janvier 1996, qui a révisé celle du 2 janvier 1972, au titre 5 qui parle de la magistrature, quand on revient à l'alinéa 2, l'article 37 alinéa 2, on dit le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Nous, on est aujourd'hui dans une société où quelqu'un se permet de manipuler, des uns et des autres se permettent de manipuler la justice. On voit les procédures d'arrestation qui ne sont pas initiées comme cela se devrait. En ce moment, les populations vont se sentir frustrées. Merci. Abel et Limbele, bonsoir. Ça nous arrive pas tous les jours d'être en retard. J'ai dit d'avoir un aussi grand retard. Oui. Vous regardiez le match de Paris Saint-Germain tout à l'heure? Je ne joue pas football. Non, j'étais dans le Mogo et je croyais pouvoir être à Douala avant l'heure. Ah, indiqué pour votre émission, hélas, malheureusement. Tant qu'à faire, vous êtes là. Demander pardon pour ça. C'est compréhensible. Alors on y va droit. On est en train de déployer,
d'évoquer le premier thème. Et on s'interroge si la justice camerounaise, aujourd'hui, au lendemain du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu la semaine dernière, au regard de son organisation, donc la structuration, au regard de son fonctionnement, de ses réalités, de ses contraintes, est-ce que telle qu'elle est pratiquée, cette justice est favorable à la paix sociale? Contribue-t-elle à maintenir la paix sociale ou alors peut-on penser qu'elle contribue à la menacer? Écoutez, l'État unitaire décentralisé et ses institutions ont déjà duré 40 ans. C'est une preuve de stabilité. Avant, c'était une fédération qui a fait 11 ans. Et ceux qui ont pensé et mis en œuvre la fédération, c'est eux-mêmes qui ont estimé qu'elle n'était pas fonctionnelle. Et le discours du Fonds Moukete au grand dialogue doit nous édifier. Quand il a dit « regardons-nous dans les yeux », la fédération a échoué. Donc, lorsque un système politique, qu'il nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas, a duré déjà 40 ans, presque un demi-siècle, on ne peut pas considérer qu'on peut le jeter à la poubelle. Parce que on a les incantations de nouveaux illuminés. Et quand j'écoute le représentant du MRC, j'ai l'impression qu'il a oublié qui sont les bâtisseurs de cette justice qu'il voue aux gémonies aujourd'hui. M. Kamto a fait 7 ans dans cette justice, il ne disait pas qu'elle n'était pas bonne. Il ne disait pas que c'est une justice qui n'est pas indépendante. Et patati et patata. Donc je dis toujours que il faut que les gens sachent que l'histoire ne s'efface pas. Parce que vous, pour des contingences de toutes sortes, vous avez changé de veste. Hein? Quand vous avez été bâtisseur d'un système, et au moment où vous le bâtissiez, on le décriait déjà. Donc vous n'avez pas beaucoup de qualité à venir nous dire aujourd'hui que cette justice n'est pas bonne. Non, c'est la justice que vous avez bâtie. Et une fois que c'est vous qui avez bâti cette justice, vous la contestez de façon aussi péremptoire, justement, je suis obligé d'être de l'avis de celui qui dit que la justice, elle est perfectible. Nous devons améliorer ces éléments, et les étudier, voir ce qui a amélioré et tout ça. Mais même dans cette œuvre, ceux qui ont contribué à la bâtir telle qu'elle est, sont mal partis pour nous dire ce qu'elle doit devenir. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais dire que dans le contexte camerounais tel que le pays fonctionne, le Conseil supérieur de la magistrature a fait un bon travail. A fait un bon travail. Je note que ceux qui s'expriment ne sont pas dans le corps judiciaire. Et ceux qui sont dans le corps judiciaire, ils sont très nombreux à être satisfaits. Ne serait-ce que la centaine, là, 200 ou je ne sais pas, 300. De nouveaux nommés. Voilà. Bon. Des promus. Voilà ceux qui étaient. Ceux qui ont bénéficié du décret. Donc ceux qui étaient en stand-by, qui sont sur les auditeurs de justice. Qui ont pu définitivement être recrutés. Vous allez parler, leur raconter vos incantations. Là, la justice n'a pas. Eux, ils attendaient d'être recrutés. Ils ont été recrutés. Leur recrutement est bienvenu. Parce que le problème des effectifs se pose. Ceux qui attendaient de passer les échelons ou les grades, ils ont passé leurs échelons, ils ont passé leurs grades. Vous savez, quand vous faites un jugement, parce que vous êtes un politique dont la profession finalement est de contester à tort et à raison, vous avez une posture, mais qui n'est pas celle de ceux qui sont réellement concernés par le problème. Maintenant, ces nouveaux juges, ces juges promus, ceux qui ont été affectés, qui ont gagné du galon, etc., nous persistons à leur demander
de faire en sorte que, écoutez, dans ma précipitation, j'ai oublié d'apporter, parce que je savais qu'il y a quelques-uns qui auraient intérêt à recevoir un morceau choisi. De la Bible? Oui, c'est important, parce que le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 14, verset 34, que la justice, mais lui ne parle pas de la justice en tant qu'institution, mais elle est dans ce qu'il dit. Il parle de la justice en tant que ce qui est juste. Élève une nation. Nous avons tous intérêt à avoir une bonne justice. Mais attention. D'accord. La bonne justice n'est pas celle qui dit ce qui vous plaît. D'accord. L'autre point de la réflexion de ce soir, justement, est de faire le lien entre cette justice et notre démocratie. Est-ce qu'on peut donc penser que, je vais peut-être reprendre les mêmes termes, dans son implémentation au quotidien, dans son rôle de rendre justice, c'est-à-dire de donner raison à ceux qui ont raison, de condamner ceux qui n'ont pas raison, est-ce que cette justice, telle qu'elle est, contribue à une démocratisation de la société dans son fonctionnement, Patrick? Écoutez, il y a deux façons de voir la question que vous avez posée. La première, c'est d'analyser le fonctionnement du juge constitutionnel. Est-ce que à chaque fois que les élections sont organisées, qu'il y a des recours et des contestations, est-ce que le travail du juge constitutionnel est un travail qui va dans le sens du renforcement de la démocratie? Moi, je suis tenté de dire oui. Est-ce que jusqu'ici, on a eu des élections qui ont été annulées? En 2008, je crois que le SDF a fait annuler, M. Limbi Lobé était encore dans cette formation politique, le SDF a fait annuler les élections municipales et législatives à Douala 5e, je crois. Donc, c'est une justice qui fonctionne assez bien. Il y a des contestations et d'ailleurs, il faut noter que ceux qui contestent certaines décisions du juge constitutionnel aujourd'hui sont ceux qui, en 2004, avaient considéré que les décisions du juge constitutionnel sont un dogme. Donc, elles ne sont pas susceptibles de recours. Les décisions, M. Limbi Lobé l'a indiqué, ne peuvent pas toujours plaire à tout le monde. Sauf que nous devons accepter de nous plier aux décisions qui sont prises par le juge constitutionnel. Il y a un adage populaire qui dit qu'on ne commande pas les décisions de justice. Et si on ne commande pas les décisions de justice, il est encore plus malvenu de les contester d'une certaine façon, simplement parce que elles ne vont pas dans le sens qui nous arrange. Parce que lorsqu'il y a un litige, il y a toujours deux parties. Et ce qui est évident, c'est que lorsque le droit va être dit, il y a forcément une partie qui ne sera pas nécessairement satisfaite. Mais ce n'est pas parce qu'une partie n'est pas satisfaite que le droit n'a pas été dit. Parce que le juge prend sa décision, certes en conscience, mais il prend sa décision à partir d'un certain nombre d'éléments matériels qui lui sont fournis. J'aimerais préciser ici, pour la gouverne des Camerounais, que le fonctionnement de la Cour constitutionnelle est un fonctionnement particulier. Il n'y a pas de procureur de la République. Donc, si vous portez un litige devant le juge constitutionnel au Cameroun, il vous appartient d'apporter la preuve de vos allégations. Il n'appartient pas à la Cour de le faire. Le Conseil. Voilà, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de le faire. Donc, si vous êtes incapable d'apporter des éléments au soutien de vos allégations, ne vous attendez pas à ce que le juge constitutionnel puisse donner une décision qui aille en faveur des allégations qui vous ont conduit à porter un litige devant ce juge-là. Donc, en l'état actuel, le juge constitutionnel a toujours fait son travail depuis, j'ai envie de dire, depuis l'avènement de la démocratie dans ce pays. Le juge constitutionnel a toujours fait son travail en son âme et conscience dans le sens du renforcement de la démocratie au Cameroun. À chaque fois que les partis d'opposition ont porté des litiges et que les éléments pour étayer ces litiges-là étaient suffisants, le juge constitutionnel a pris des décisions qui allaient dans ce sens-là. Récemment encore, des élections ont été annulées, je pense, dans la région du Nord-Ouest. En seconde, justice et démocratie. Alors, lorsque on parle de justice et démocratie, effectivement, ça renvoie à un large spectre d'analyse, mais surtout à la question de la justice électorale. Donc, il faut rappeler déjà que la justice électorale en elle-même, dans notre pays où le système de justice électorale est biaisé
en avance. Il est biaisé de par le caractère orienté des textes dans le sens, dans le but de faciliter un parti politique qui est très bien connu. Je prendrai un exemple simple. Je pense que c'est humain et c'est compréhensible. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République. C'est un homme politique. Donc vraiment, dans ce qu'il fait, il pense à jouer le rôle des partis politiques qui est entre autres de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Les membres sont nommés pour une durée de 6 ans, pendant que le mandat du président de la République est de 7 ans. Ça fait qu'il reste une année au président de la République d'apprécier effectivement. Voilà, il y a déjà ça. Il y a premièrement ça. Deuxièmement, il n'y a pas de contentieux de résultats des élections dans notre pays. Il y a un contentieux de la régularité des élections. Le contentieux de la régularité des élections, c'est de dire que les élections ont été biaisées dans telle circonscription, il y a eu des incidents, il y a eu ça et ça. Et pour ces raisons-là, qui sont préalablement définies, les élections doivent être annulées. Les seules options qu'offre cette procédure de contestation, c'est l'annulation partielle ou l'annulation totale ou rien du tout. Alors que lorsqu'on a un contentieux des résultats des élections, un contentieux qui permettrait donc à ceux qui revendiquent, parce que s'il y a une justice électorale, c'est parce qu'on estime, le juge estime ou devrait estimer qu'il pourrait y avoir des contestations. Donc, s'il n'y a pas de contentieux des résultats, qui permet à celui qui estime avoir été lésé dans ses droits de se défendre avec des arguments, de présenter par exemple ses procès-verbaux. Il n'y a aucun procès au Cameroun qui vous permet de présenter les preuves de votre victoire, par exemple. Vous devez dire que ça s'est mal, ça s'est pas bien passé à tel endroit et tout. Bref, quand bien même les partis politiques de l'opposition arrivent à démontrer qu'il y a des irrégularités flagrantes, qu'est-ce qui se passe après ? Parce que lorsque M. Rifoué parle de la loi, si au minimum les textes, même viciés, qui régissent le système électoral au Cameroun aujourd'hui, étaient appliqués par ceux qui les ont pris, nous serions plus avancés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu lors du dernier contentieux électoral, le contentieux après les élections présidentielles? Le parti politique pour lequel j'étais au contentieux, à ce moment-là, n'a carrément pas été reçu. Par exemple, notre requête a été rejetée sur la base d'un caprice juridique et nous ne sommes simplement pas passés. Mais à côté de ça, lorsqu'on vous demande, en dehors, il n'y a pas que notre parti, il y a le SDF qui était là, qui a démontré, qui a quand même été reçu, qui a démontré qu'il y a eu des irrégularités, que l'élection devait être annulée. Il y a le MRC qui a fait une démonstration, mais alors tout le monde a bien vu que par exemple il y avait des PV qui n'étaient pas signés, etc. Tous les partis qui ont eu l'occasion de s'expliquer, de dérouler leurs arguments, ont démontré de manière flagrante qu'il y avait des irrégularités. On se serait donc attendu qu'au minimum, ces textes-là, qui sont déjà biaisés, mais qui prévoient quand même l'annulation partielle ou l'annulation totale soit appliquée. Qu'est-ce qui a été fait? Ça a été cordialement ignoré. Donc, faut pas non plus. Maintenant, en dehors de ça, il n'y a que, même en l'état, quand je parle d'un système biaisé, lorsque vous avez 72 heures pour rassembler vos preuves, les différentes preuves que vous pourriez présenter pour solliciter donc cette annulation qui arrive assez difficilement, vous avez 72 heures pour constituer un dossier dans un pays qui a 10 régions et dans lequel vous avez des régions qui sont coupées du reste du Cameroun pendant 6 mois parce qu'il n'y a pas d'accès. Parce que quand il pleut, c'est le lac. Quand c'est la saison sèche, même là c'est difficile de circuler. Comment est-ce que vous faites pour rassembler ces arguments et ces éléments de preuve? Et quand bien même vous le faites et que vous arrivez à aller démontrer au juge constitutionnel, à aller prouver au juge constitutionnel qu'il y a des irrégularités et qu'il les ignore au vu et au su de tous, comment peut-on dire que la justice en l'état contribue à la démocratie? Ce n'est pas le cas. Ça n'a pas besoin d'être nuancé, ça me semble évident. Pierre-Emmanuel, justice et démocratie. Bon, moi j'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, dire à monsieur le représentant de la plateforme Kawatal, parce qu'il faut bien le préciser, monsieur Limbi Lobéissé, en tant que représentant de la plateforme Kawatal, qui a eu 175 voix aux dernières élections. Pourquoi cette précision? Même mon bloc à l'Owusu pouvait me donner plus de voix que ça. Donc, comme pour dire que... qui n'est pas audible sur le plan de la représentativité. Lorsqu'on se retrouve sur les plateaux, il faut arrêter de parler des choses subjectives. Il reste dans ses incantations. Il n'y a que les sorciers qui reconnaissent les sorciers.
Et je remarque que le nom de Kamto, lorsqu'il est évoqué quelque part, c'est une eau bénite qui est versée sur lui et puis il se met tout de suite à gesticuler. Il faut changer de façon de se comporter sur les plateaux de débat. Donc, la justice, comme je le disais précédemment, en l'état actuel, parce qu'on juge la justice d'un pays à partir du climat social, à partir des faits. Vous ne pouvez pas me dire qu'un pays qui est en guerre depuis 4 ans, et donc on n'a même pas encore l'espoir de trouver des résolutions qui pourraient mettre un terme à cette guerre-là, est un pays dont la justice peut garantir la démocratie. Avec tout ce que Anne Fegon vient d'élucider, on est tous d'accord qu'en matière de contentieux électoral au Cameroun, notre justice ne s'est jamais prononcée. On a vu le cas, par exemple, au Kenya, après l'élection présidentielle de 2017, on a vu comment est-ce que le Conseil constitutionnel a invalidé le résultat de l'élection présidentielle, qui donnait vainqueur le président sortant, Uhuru Kenyatta, qui a été élu en 2013. Donc, on voit par exemple au Sénégal, avec le cas de Hissène Habré, dont la justice sénégalaise a réussi à démontrer par les instruments juridiques, non seulement nationaux et internationaux, par le personnel et son administration, qu'elle peut juger un ancien chef d'État africain, par exemple. Et ça a empêché que Hissène Habré soit jugé à la CPI. Alors, le Cameroun peut copier de bons modèles de justice qui peuvent garantir une certaine confiance au peuple camerounais. Il y a un adage aujourd'hui qui est devenu coutumier dans notre vécu quotidien. C'est que lorsqu'il y a une situation qui se produit, quelqu'un est prêt à tout, même à un mauvais arrangement, que d'amener cette affaire en justice. Lorsqu'il parlait, par exemple, des recours, que les populations ne sont pas... Patrick a parlé tout à l'heure de l'ignorance des populations sur les recours. Les populations n'ignorent pas les recours. Ça, c'est faire une insulte aux avocats. Ils n'ignorent pas les recours. Lorsqu'une affaire, une décision est rendue, les avocats les conseillent souvent, leur montrent toute la procédure jusqu'à la Cour de cassation. Mais le problème, c'est, je connais une veuve, par exemple, à Bonapiso, dont l'époux est parti. Elle est entrée en litige dans son domicile que son époux lui a laissé avec ses orphelins. L'affaire s'est ouverte en 1997 jusqu'à la Cour de cassation. C'est en 2017 que la décision a été rendue. 20 ans après, cette veuve marche avec la canne. Et non seulement la décision a été rendue finalement, enfin, en sa faveur, mais la famille de son mari, de son feu mari, s'est permis de continuer à louer la maison. Malgré tous les constats du siècle qu'elle a fait et tout, ils ont continué à se balader là-dedans. Donc, voilà des cas palpables, des recours dont il parle. Je dis et je répète qu'aujourd'hui, les Camerounais sont assez frileux. Il y a une crise de confiance de la part des Camerounais vis-à-vis de notre justice. Et une telle justice ne peut pas garantir à 100%, je pèse mes mots, ne peut pas garantir à 100% l'expression démocratique dans un pays. Abel Elimbilobé, démocratie et justice. J'ai déjà dit que notre pays est mal gouverné, mais ce n'est pas ceux qui l'ont mal gouverné qui peuvent venir nous dire comment il est mal gouverné. Ils sont les acteurs de la mauvaise gouvernance. Quand vous avez gouverné avec le président Biya et son régime pendant 7 ans, vous étiez son ministre délégué de la justice, vous illuminez un ensemble d'individus comme mon cher petit frère,
Et il vient nous expliquer comment la justice fonctionne mal. Oui, c'est une rhétorique inutile. Quand il disait qu'elle fonctionnait bien, nous on disait déjà qu'elle fonctionnait mal. Mais les exemples qu'il donne en soutien à sa thèse n'ont rien de nouveau. Ils ne se produisent pas aujourd'hui seulement. Ils se produisaient déjà du temps où ils étaient dans le régime, en train de dire que le régime marche bien. C'est ça, cette inconstance dans la lecture de la vie politique qui vide les discours de l'opposition de toute crédibilité. En 2013, lorsque le MRC va aux élections pour la première fois, la liste du Fundi, du MRC, est rejetée par Elections Cameroun. La liste de M. Kamto, il était tête de liste dans le Fundi, 7 sièges. Elle est rejetée. M. Kamto saisit la Cour suprême qui faisait à cette époque office de Conseil constitutionnel, qui réhabilite la liste de M. Kamto. La justice était comment à ce moment? Elle était mauvaise. Elle ne juge pas. Il n'y a pas de contentieux électoral. À ce moment-là, c'était quoi? La justice a réhabilité la liste conduite par M. Kamto, qui était la liste du MRC. Et M. Kamto est allé aux élections. Je ne m'associe pas à ce discours incantatoire inutile, mais qu'on comprend. C'est humain de croire que quand vous saisissez la justice, elle doit vous donner raison. Mais le principe, c'est que elle peut ne pas vous donner raison. Et si elle ne vous donne pas raison, vous devez accepter ce qu'elle a dit. D'accord. Donc, ce genre de discours pour nous dire que oui, on a fait ceci. Moi, j'ai saisi la justice en 2007, en annulation des élections municipales à Douala 5. La justice nous a donné raison. On a annulé les élections municipales. On les a reprises conformément aux dispositions de la loi un an après. Parce que c'est la loi qui dit que si les résultats des élections sont contestés, ceux qui ont été proclamés élus restent en place jusqu'à l'avènement d'une décision qui a la force de la chose jugée. Donc, lorsque nous avons saisi la Chambre administrative en 2007, la Chambre administrative nous a donné raison. Elle a demandé l'annulation. Le RDPC a fait appel. On a d'abord installé ceux qui avaient été proclamés élus, c'est-à-dire le RDPC. Et l'appel se faisait auprès de la Chambre, l'Assemblée plénière de la Cour suprême, qui a siégé en 2008 et a confirmé la décision de la Chambre administrative. On a cassé le conseil municipal et nous sommes repartis aux élections. Donc, à ce moment-là, nous pensions que la justice était bonne parce qu'elle nous a donné raison. On va prendre 5 minutes. Mais en même temps, je termine là-dessus pour dire que ça, c'est des procès inutiles. Parce que quand je regarde comment se comporte une certaine opposition en Afrique, qui voit aux gémonies tout le régime, tout le système, les institutions, et lorsqu'elle arrive au pouvoir, que ce soit Alpha Condé en Guinée, que ce soit Ouattara en Côte d'Ivoire, je constate que ils considèrent aujourd'hui que la mauvaise justice est devenue la bonne justice. Donc ces discours que j'entends là sont des discours puérils. La justice, on doit la perfectionner, on doit l'améliorer, mais ce type de ressentiment des gens qui ont perdu des procès ne relève que du facteur humain. En 2 minutes, quels sont donc les leviers à activer pour l'améliorer, pour la perfectionner, pour la rendre plus juste, afin de renforcer la démocratie et préserver la paix sociale? Patrick? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur un propos qui a été tenu 2 fois par Pierre-Emmanuel sur ce plateau. Il y a un amalgame que le MRC fait de manière constante et qui est très regrettable.
fait croire que les problèmes, les revendications des anglophones sont à l'origine du sécessionnisme. Les revendications anglophones n'ont rien à voir avec le sécessionnisme qui sévit aujourd'hui dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui a encore fait des victimes cette semaine. Ce sont ces discours-là, justement, qui sont tenus à longueur de plateau, qui participent à légitimer l'action de ces sécessionnistes-là. Ces discours-là ne sont pas acceptables. Je voudrais dire une chose très simple. Il y a des pistes d'amélioration. Mais avant d'évoquer les pistes d'amélioration, il faut bien voir quels sont les points noirs de notre système judiciaire. Et je maintiens ce que j'ai dit. Notre justice est certes perfectible, mais elle n'est pas la pire qui soit. Le juge n'a pas vocation à donner raison à tout le monde. Et ce ne serait même pas possible. Parce qu'il ne s'agit pas pour le juge de couper la poire en deux. Merci. Donc, Père Emmanuel, je n'ai pas terminé. en un mot. Il y a la question des lenteurs judiciaires. Mais là encore, je dis, il faut toujours être prudent. Parce qu'il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Est-ce qu'il faut que les décisions soient rendues avec célérité, mais soient des décisions pires que celles qui prennent le temps? Vous savez, Quoi, le temps de la justice n'est pas forcément le temps du commun des mortels. Mais je suis désolé. Dieu, qui est le juste juge, est un Dieu qui se hâte toujours à punir. C'est la règle. Et c'est lui le juste juge. Pourquoi il faudrait que la justice soit rendue avec célérité? C'est-à-dire, si j'ai porté plainte à Pierre-Emmanuel aujourd'hui, il faut que la décision soit rendue demain. Il faut qu'après-demain, il fasse appel et que le jour d'après, il y ait le résultat de cette comparaison n'est peut-être pas raison, mais je veux dire que si on regarde ailleurs, il y a quand même aussi un temps de délai. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que même ailleurs, le temps de la justice est souvent un temps long. Si tu regardes en France, qui est un pays que je connais un peu, les affaires mettent souvent 15-20 ans. Donc, ce n'est pas spécifique au Cameroun. D'accord. Certains procès qu'on fait à la justice camerounaise ne sont pas non plus spécifiques au Cameroun. Le fait qu'il y ait des tentatives d'influence, d'intrusion de l'exécutif dans l'action du pouvoir judiciaire, ça existe partout. On fait le procès à Trump aujourd'hui en France. On fait le procès à Emmanuel Macron, comme on a fait ce procès à tous les précédents présidents français. Donc ce n'est pas une spécificité camerounaise. Il ne faut pas prendre ces généralités pour considérer que non, notre justice dysfonctionne, alors qu'elles sont également observables partout ailleurs. Pierre-Emmanuel, les leviers activés. Voilà, c'est là où je voulais... En deux mots. C'est là où je voulais en venir. Je voulais le faire savoir qu'en ce moment, il faut regarder le problème un peu plus dans le fond. Parce qu'on a analysé la situation sur le plan politique et on s'est beaucoup plus penché sur la loi et la justice électorale et autres. Mais il faut comprendre que la réforme du système judiciaire commence à la base. Vous savez, au Cameroun, pour la plupart des cas, pour avoir sa charge, sa charge du de justice, il faut avoir plus de 50 ans. Nous, on connaît des gens qui ont finalement eu la charge à 55 ans, presque 60 ans, lorsqu'ils n'ont même plus la force de pouvoir... Il faut avoir 50 ans pour avoir la charge? Pour la plupart du temps, c'est-à-dire que ça met tellement de temps. On sait que les huissiers de justice, comment on appelle ça, les auditeurs, pas les auditeurs, je parle des auxiliaires, je parle des greffiers. On connaît des situations où des greffiers n'ont pas d'ordinateur. On voit, nous allons dans les tribunaux tout le temps. Quand vous entrez au tribunal des DEA, que vous connaissez très bien, vous allez voir tout de suite dans quelle précarité les greffiers sont installés. Or, le greffier est quelqu'un qui est capital dans le travail du magistrat. En un mot, Pierre-Emmanuel. En un mot, ce que je veux dire, c'est qu'il faut réformer notre système judiciaire depuis la base. Voilà pourquoi nous, au MRC, parmi les 5 piliers de développement du Cameroun que nous avons développés, dans le pilier qui est la réforme institutionnelle et politique, on a pensé qu'il faut travailler pour rendre indépendant la magistrature véritablement, depuis la base. Il faut, à partir des tribunaux de première instance, grande instance, ainsi de suite, installer déjà des commissions de discipline qui vont commencer à réguler l'activité du personnel de la justice à la base, avant même le Conseil supérieur de la magistrature. Ok.
Anne Fegon, les leviers activés. D'abord, je voudrais m'insurger contre un propos qui est tenu plusieurs fois ici, selon lequel on se plaint de la justice lorsqu'on n'a pas eu raison. Ce n'est pas vrai. La justice ne tombe pas non plus forcément de nulle part. Il y a des textes, il y a la loi, il y a des faits aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on a présenté des faits, lorsqu'on a suffisamment argumenté, on peut savoir qu'on a raison ou on a tort. Il revient au juge de décider de crédibiliser la thèse qu'on défend, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu raison qu'on se plaint de la justice, parce que les cas d'injustice, de décision injuste sont flagrants et il y en a plusieurs. Donc il ne faut pas donner l'impression que les Camerounais ou ceux qui se plaignent du système de justice sont tombés sur la tête, non. Je vous suggérerais de vous promener un peu dans les brigades de gendarmerie, ça c'est un sujet que nous n'avons pas le temps d'aborder, le rôle des OPJ dans la désintégration de la paix sociale dans notre pays. Allez-y, allez dans les tribunaux, écoutez ce que les gens vivent, ce que les citoyens... Oui, je parle des OPJ. Vous savez que c'est toujours le système de justice. Je dis que je parle de ce qu'ils font, ce qui se passe dans les services d'enquête. Il faut aller voir ça aussi. Donc, il ne faut pas donner l'impression qu'on ne sait pas de quoi on parle. Maintenant, pour ce qui concerne les solutions, le PCRN a une réforme judiciaire, un projet de réforme judiciaire en 11 points que malheureusement, le temps ne peut pas me permettre d'énumérer. Je vais parler de 3. Le premier, c'est l'urgence de l'effacement du ministre de la Justice dans l'action judiciaire. Vous savez qu'en l'État, c'est le ministre de la Justice qui est le patron de la justice. En tout cas, c'est le patron au moins de la magistrature debout, du parquet. C'est lui qui est à l'initiative du déclenchement. Il peut déclencher une procédure, il peut décider de l'arrêter. Et ça, c'est en contradiction avec les dispositions de l'article 37 de la Constitution, qui précise que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Donc ça, c'est la première chose. Il faudrait que le ministre de la Justice s'occupe de la politique judiciaire de l'État, de la coopération internationale sur les questions judiciaires, mais pas de l'action judiciaire au quotidien. Il faut rendre les parquets indépendants. Ça, c'est une première étape. Ça peut permettre, parce que dans les tares qu'on observe dans l'activité des magistrats, il y a celles qui sont inhérentes à cette subordination. Il y a ça. Nous préconisons la création d'un super procureur qui reprendrait donc toutes les prérogatives qui sont celles du ministre de la Justice aujourd'hui, mais qui aurait l'avantage d'être élu par ses pairs, par des parlementaires, parce que les parlementaires doivent être partout, c'est le peuple. Il y a cette option-là. Il y a une autre réforme, j'ai dit que j'allais parler de 3. Voilà. Malheureusement, il y a une autre qui doit encadrer la question des délais de jugement et de délivrance des décisions de justice. Parce que lorsqu'on parle de la justice qui est longue, ce n'est pas obligé. Il y a vraiment des dossiers qui n'ont pas besoin de passer 10 ans. Comme le cas que M. Bignamé a évoqué tout à l'heure, il y a tellement de cas comme ça. Mais ça tourne parce qu'il y a quelqu'un qui est puissant, qui vous dit, écoutez, comme vous voulez me tenir tête, je vais vous emmerder avec les procédures. Donc, il faut encadrer les délais. Voilà les 3 points sur lesquels je peux... Je crois que les gens pensent que nous sommes toujours en campagne électorale. Ils étaient aux élections, ils ont exposé leur vision de la société angélique et la société leur a répondu en leur donnant qui 13% ou 14%, qui 6%, etc. Mais les gens ne veulent pas écouter le message du peuple. Et quand on leur donne un micro, ils commencent à dire, nous aussi on était là, etc., on va faire ceci. Bon, vraiment, il faut attendre le temps de la campagne. Pour le moment, la justice a ses tares. Et quand vous serez à la tête de cet État, si jamais vous y advenez, elle aura toujours ses tares. Et c'est très péremptoire de croire que quand on vous critique, c'est parce qu'on n'a jamais... La question, ça. Je dis que... Elle a donné cette solution. Je n'ai rien à voir avec vos incantations. Moi, je n'ai rien à voir. Attendez, quand vous allez gagner... Quand vous allez gagner... Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer donc ça? C'est toi qui diriges l'émission. Si c'est toi, je te réponds. Non, mais c'est ça. Alors, laisse-moi répondre à celui qui m'a posé. Répondez-moi, que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, premièrement, ce n'est pas d'écouter ceux qui perdent les élections. Ils ne nous disent rien d'important. Ils veulent simplement entretenir une idée, un malaise. La justice doit avoir un important budget pour recruter davantage. Parce que les lenteurs judiciaires sont dues au fait que un magistrat a 2000 dossiers à traiter par an.
Sauf si les gens veulent que la justice devienne expéditive. Augmenter le budget, ce que moi, je ne veux pas. Augmenter les recrutements, le personnel. Et le régime le fait à la limite de ses moyens. En une minute, Abel Elimbilobert. Parce que ceux qui bavardent, quand je pars voir, ils ne payent pas les impôts normalement, ils ne donnent pas à l'État l'argent qu'ils lui doivent, etc. Et puis après, ils demandent une amélioration du fonctionnement des services publics. Vous savez, je suis victime de la lenteur judiciaire à plusieurs titres. J'ai saisi la chambre administrative en 2007 pour l'annulation de l'élection des maires adjoints à Douala 5. C'est en 2020, alors que je ne suis plus conseiller municipal, Madame Foning, qui était mise en cause, est décédée. J'ai été réélu en 2013, la procédure n'avait pas encore abouti. C'est en 2020 qu'on m'appelle. J'ai répondu, j'ai dit que je ne viens pas parce que ça n'a plus d'intérêt. Donc je sais que la justice ne fonctionne pas bien. Mais en même temps, je comprends pourquoi elle est comme ça. Elle est à l'image de notre pays. Merci. Vous ne pouvez pas avoir un pays sous-développé. Il faut changer les hommes. Avec, oui, bien sûr qu'il faut changer les hommes. Merci. En espérant que les nouveaux hommes construiront un pays paradisiaque. Merci. Et là, je suis nuancé parce que quand je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand je vois ce qui se passe en Guinée, quand je vois ce qui s'est passé au Sénégal... Vous choisissez le statu quo actuel. Non, 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 je dis attention au discours... Autant rester là où on est. Non, non, je dis attention au discours péremptoire. Merci. Des gens qui sont à 36 500 transition. km du pouvoir et qui vous disent si nous sommes là, nous allons. On va prendre la transition et on va passer au deuxième thème en une vingtaine, trentaine, quarantaine de minutes. Transition. Voilà, retour sur le plateau, on va parler des questions foncières hein, qui malheureusement dérivent souvent à des disputes ethniques. On va donc essayer de voir un peu ce qui se passe de ce côté-là. Comme je l'ai dit, il n'est pas question de faire une évaluation d'un dispositif juridique domanial, mais davantage pour comprendre ces conflits qui naissent, qui surgissent souvent à travers le pays. Abel Elimbilobert. On sait que c'est l'ordonnance de 1974 hein, qui essaie d'encadrer tout ce qui est dans le domaine foncier au Cameroun. Mais n'empêche que, au regard peut-être de l'actualité récente, il y a eu la décision du président de la République rapportant un décret du ministre de la Forêt et de la Faune, soutenu lui-même par le Premier ministre du côté des Bananes. Il y a ce conflit qu'on observe, ou cette dispute qu'on observe au niveau de la vallée du Ntem. Qu'est-ce qui peut être la cause et l'origine de ces conflits autour des questions foncières? Premièrement, la corruption y est pour beaucoup. La corruption y est pour beaucoup. Deuxièmement, il y a une culture bien installée dans notre fonction publique qui est que les fonctionnaires en charge du bon fonctionnement de l'État, du respect des lois, des règlements, il leur arrive souvent d'être habités par l'idée que je me trouve dans telle localité, je peux ne pas jouer pleinement mon rôle, fausser les procédures, faire aboutir des demandes qui ne devraient pas l'être, et je partirai, et ce qui adviendra après ne m'intéresse pas. C'est là où peut-être il faudrait qu'on revoie un peu les choses et qu'on commence parfois à interpeller les acteurs de certaines dérives, même lorsqu'ils ne sont plus dans le lieu où les dérives se sont produites. Ah, vous parlez davantage de l'administration. Oui, c'est elle qui est en grande partie. Parce que pour ce qui se passe, par exemple, dans le cas, doublement d'ailleurs, la première décision sur l'UFA 005 et puis sur l'UFA 06, dont on a sursis, alors que l'autre, on a rapporté le décret. En fait, le chef de gouvernement est induit en erreur.
la procédure prévue en matière de concession n'a pas été respectée. Qui plus est, il y a une espèce de technologie mise en place aujourd'hui qui ne dit pas son nom, qui est que dans les complicités et tout ce que la corruption entraîne, on ne va pas directement à la demande d'une concession, on déclasse une forêt, on la met dans le domaine privé de l'État, puis on la vend à ceux qui ont intérêt, qui sont les demandeurs, les commanditaires occultes de la procédure. Alors que quand vous voulez avoir la notion d'immatriculation directe, notamment des terres qui relèvent du domaine national de première catégorie, il n'y a pas de concession là-dessus. Dans le domaine national de deuxième catégorie, où on peut avoir des concessions, la procédure est claire. Elle n'est pas susceptible d'aboutir à l'appropriation privée sans qu'il y ait une concession préalable. C'est-à-dire que vous ne pouvez devenir propriétaire d'une dépendance du domaine national de deuxième catégorie que si vous avez obtenu une concession. Ça se passe en 2 temps. Vous dites à l'État qu'est-ce que vous voulez faire. Ça c'est le cahier de charges. Il y a une procédure de consultation des populations qui vivent à cet endroit ou tout autour de l'endroit que vous convoitez. C'est ce qu'on appelle une commission consultative qui va tenir les palabres, etc. Puis, à l'issue, s'il n'y a pas d'opposition, celui qui conduit la commission consultative, en général, c'est le sous-préfet. Un mot pour terminer, Abel. Il demande au ministre des domaines de vous donner ce qu'on appelle une concession provisoire qui dure généralement 5 ans pour voir si vous allez en partie, enfin, réaliser ce que vous promettez de réaliser. Si la concession provisoire est prometteuse, c'est-à-dire que le cahier des charges a été respecté, à ce moment-là, le préfet ou le sous-préfet du coin en général, demande qu'on transforme votre concession provisoire en une concession définitive qui vous donne droit au titre foncier. Qui est responsable le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que des gens deviennent propriétaires des étendues énormes sans qu'il y ait eu une procédure de concession. Et vous dites, avec la complicité des administrateurs. C'est la corruption. C'est la complicité des mauvais fonctionnaires. On en a encore à étudier les causes de ce conflit sur les questions foncières. Écoutez, je rajouterai une ou deux choses à ce que Abel Elimbilobé a dit. On a une culture qui est une culture héritée du parti unique, et dans cette culture, l'État décidait de ce qui était bien pour les populations et vous n'aviez qu'à dire oui et amen. Et cette culture nous a poursuivi même au-delà de la démocratisation du pays, parce que en vertu de ce principe-là, les fonctionnaires se sont souvent permis de violer les procédures en considérant qu'à partir du moment où une décision étatique avait été prise, cette décision-là allait nécessairement être endossée par les populations, même si elle leur posait un certain nombre de gênes. Sauf que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que nous voyons émerger des collectifs organisés qui considèrent que quand bien même un projet serait porté par ce qu'on appelle l'intérêt général, ce projet rencontre une opposition, c'est que leur intérêt particulier en tant que population riveraine, par exemple, est lésé. Et à partir du moment où il y a un conflit entre cet intérêt particulier, c'est-à-dire l'intérêt de ces populations-là, et l'intérêt général, il y a des collectifs qui se forment et qui s'opposent à la réalisation des projets qui peuvent être portés par l'État ou en sous-main par des individus qui peuvent instrumentaliser, comme l'a indiqué M. Elimbilobé, un certain nombre de fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle le phénomène NEMBI, not in my backyard. C'est-à-dire que vous avez des phénomènes, vous avez des collectifs qui disent ce projet, on n'en veut pas parce que c'est un projet qui, bien que garantissant l'intérêt général,
frustre nos intérêts particuliers. Et ce qu'il va falloir comprendre, c'est que désormais, nous allons avoir des oppositions comme celle-là de manière systématique. Ça ne concerne même pas de manière particulière les questions foncières. Hein. Pour ce qui est du barrage de Grand Téouigne, il est en train d'émerger également des oppositions parce que les populations qui vont être touchées par le remplissage du barrage considèrent qu'elles ne doivent pas quitter ces lieux-là. Donc, nous allons avoir davantage de situations dans lesquelles on a un conflit entre un intérêt particulier et un intérêt général ou un autre intérêt privé qui serait endossé par l'État. Et il va falloir que nous revoyions notre gouvernance si on veut pouvoir gérer ces oppositions-là de manière à sauvegarder les intérêts des populations. Les gens sont toujours interrogés les causes. Alors, après avoir observé ça, d'ailleurs, nous avons même anticipé sur ce type de crise à l'approche des élections dans notre projet de société. Je crois que la première des choses qu'il faut noter, c'est le caractère flou et opaque des procédures. Encore une fois, nous le disons systématiquement au PCRN, il va falloir dans notre pays un ministère de la réforme administrative et du service public qui ne va travailler que sur les procédures du démembrement de l'État. Lorsque vous voyez les populations se soulever, il y a une chose qui est claire aujourd'hui, c'est que l'État va devoir prendre en compte le fait que les communautés lui sont antérieures. Parce qu'effectivement, l'État central a commencé à donner l'impression, en tout cas, d'oublier que l'État défini au sens juridique comme un gouvernement, comme ayant par le gouvernement les populations et un territoire, est la formalisation d'un fait social. Donc, il y a déjà des groupes qui existent, il y a des communautés qui existent, qui ont des habitudes, qui ont même des sites sur lesquels... de toutes les manières, quand l'État arrive dans sa forme juridique, elle a déjà trouvé une organisation sociale qui lui est antérieure et qui a été longuement ignorée, qui n'a pas été prise en compte dans l'organisation de l'État de manière générale et dans les situations, les cas spécifiques comme celui du régime foncier de l'État qui est complètement désuet aujourd'hui et en inadéquation avec les aspirations des populations. Donc il est temps que l'État considère que, se souvienne que les communautés lui sont antérieures et que les communautés soient impliquées dans la gestion au minimum des terres qui sont les leurs. Après, à ce moment, il va falloir définir quelles sont les terres des populations, quelles sont les terres du domaine national. Ça aussi, c'est un autre flou. Parce que nous sommes dans une situation où l'État estime les concessions sont attribuées dans un premier temps parce que l'État considère que les terres visées font partie du domaine national. Les populations riveraines estiment que ce n'est pas le domaine national, voilà. Maintenant, la question de la mise en valeur va se poser. Est-ce que ces terres ont été mises en valeur avant 1974? Ce qui est désuet comme condition, à ce moment-là, il va falloir que l'État central convoque donc des anthropologues, des sociologues et même des historiens qui vont établir quelle communauté était établie où, à quelle période de l'histoire, et après ce qui va rester va relever du domaine. Oui, il faut le faire. Si on ne le fait pas effectivement, là, pour cette fois, je vais être d'accord avec le représentant du RDPC. Si ce n'est pas fait, nous allons assister à ce type de crise de manière désormais systématique. Donc nous pensons que les procédures ne sont pas floues, ne sont pas claires, pardon, et c'est parce que les procédures ne sont pas claires que les populations ne sont pas associées. Donc si les populations avaient été associées, ce serait peut-être différent. Il faut désormais, en résumé, l'État central doit savoir qu'il est postérieur aux communautés et désormais impliquer les communautés dans les décisions qui vont affecter leur vie au quotidien. Pierre-Emmanuel. Ce n'est pas le premier scandale qui arrive, les cas que nous vivons aujourd'hui. On se souvient par exemple du scandale des terres de Kribi, à l'avènement du port en eau profonde de Kribi. Qui a d'ailleurs amené beaucoup de gens en prison. Voilà. Donc, nous savons que généralement, les pontes du régime, comme ce sont eux qui sont aux affaires depuis 38 ans, ils ont la carte industrielle du Cameroun. Ils savent à quel moment est-ce qu'on va implémenter tel projet industriel ou tel projet agricole, ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment, ils ont mis en place une politique d'expropriation des terres des riverains. Ça nous ramène quand même à plus de 100 ans en arrière. C'est dommage qu'on en soit là aujourd'hui, parce que nous savons que
à l'époque, avant même les indépendances, à partir des années 1884, on a vu comment est-ce que les Allemands n'ont pas respecté les traités qu'ils ont eus avec nos chefs. Et ça a mené même à la pendaison de Rudolf Douala Mangabel. Donc cette politique d'expropriation des terres continue aujourd'hui. Hier, c'était des blancs de peau, nos colonisateurs qui le faisaient. Et plus de 100 ans après, il y a des blancs à la peau noire camerounais qui continuent à exproprier leurs frères camerounais des terres. Donc c'est une mafia qui est mise en place par le régime de Paul Biya qui consiste systématiquement à s'intéresser partout où il y a des projets d'investissement, s'accaparer de ces terres, mettre sur pied des manœuvres pour écarter les populations riveraines. Et puis le moment venu maintenant, disposer de ces terres ce qu'ils veulent. On voit par exemple le cas de Néo-Industrie dans la vallée d'une Thème, où on parle d'un titre foncier de 26 000 hectares qui se retrouve à 66 000 hectares. Les 40 000 autres hectares, c'est pour qui? Tout ça est dans le flou, comme Anne Fegon disait tout à l'heure. C'est un management de flou total. C'est un management qui est à navigation à vue. Et c'est fait exprès pour des gens qui sont des managers de société, peuvent savoir que la plupart du temps, il y a une technique de rétention de l'information qu'on relâche à la dernière minute. Et ça ne donne pas le temps à celui qui est en bas de pouvoir ménager, voilà, s'apprêter pour gérer la situation. C'est exactement ce que le gouvernement fait. Lorsqu'ils savent que voilà les mécanismes qu'il faut respecter, par exemple pour une situation domaniale, ils mettent sur place un mécanisme de flou et à la dernière minute, les gens se retrouvent par exemple dans la vallée du Thème en train de voir les bornes derrière leur maison, les bornes dans les rivières et autres. Or, ces populations disent qu'elles n'ont pas été consultées. Nous savons généralement que l'une des étapes fondamentales de l'implémentation d'un projet à caractère public de développement, c'est ce qu'on appelle généralement l'étude d'impact environnemental. Et dans le cadre de l'étude d'impact environnemental, il y a des consultations publiques. Alors, quand les populations se retrouvent en train d'être, donc les terres sont en train d'être bornées jusque derrière les maisons, leurs concessions familiales, elles n'ont pas été consultées. On a consulté qui? Quand? Comment? Donc, il y a une élite, l'élite du RDPC, il faut le préciser, parce qu'au Cameroun, 99,999% appartient à l'élite camerounaise appartient au RDPC. Donc, l'élite du RDPC, en complicité avec certains membres du ponte du régime, mettent sur pied cette mafia-là. Regardez par exemple l'exploitation forestière. Vous allez constater que les licences forestières sont délivrées aux sociétés libanaises, françaises et même certains nationaux qui sont supposés être des hommes d'affaires, des businessmen. Mais au fond, ce sont des prêtres, non. Ces licences appartiennent à certains pontes du régime de Paul Biya. C'est eux qui sont les premiers exportateurs même de notre bois. Et il y en a qui ont même de grosses séries de transformation de ce bois-là, localement. Donc c'est une mafia qu'il faut dénoncer. C'est une mafia qu'il faut dénoncer parce qu'elle ne contribuera pas au développement de nos localités. Puisqu'on a vu par exemple les scandales qui sont en train de naître aujourd'hui, ces scandales sont nés avant. Ces scandales sont nés avant. Par exemple, dans chaque localité où on fait l'exploitation forestière, il y a une caisse de développement. Cette caisse de développement, l'argent est généralement géré pour la plupart du temps par le sous-préfet. Par le sous-préfet. Le chef même du village n'a pas accès à ces fonds-là. Lorsqu'on dit qu'on a même viré, que la société, par exemple, qui exploite ces forêts, a viré les fonds, on vit généralement les fonds dans quel compte? La plupart du temps dans les fonds de l'élite qui habite à Yaoundé, qui habite à Douala, qui n'est pas là-bas au village, où les grumiers passent tout le temps, détériorent l'état des routes et regardez l'état même de ces localités-là en ce qui concerne des infrastructures scolaires, les infrastructures routières, les infrastructures hospitalières. C'est la catastrophe. Donc, si cette façon de gérer nos domaines et nos forêts avait fonctionné, c'est que les localités comme le Bilabo
d'élaborer comme Douala aujourd'hui, c'est que, par exemple, avec ce qui s'est passé, le bois qui sort dans la forêt de Cam, c'est que Yabassi est comme Lagos. Donc ça n'a pas marché. C'est un échec cuisant de 38 ans de malgouvernance. Lorsque mon ami Patrick Rufo du RDPC dit que c'est une gouvernance qu'il faut améliorer, vous améliorez tous les jours depuis 38 ans. Même si on vous donne 380 ans, vous n'allez jamais arriver à améliorer quoi que ce soit. Patrick, dès lors, le constat ainsi fait, comment fait-on pour donc, peut-être pas définitivement les éradiquer, c'est peut-être pas possible, mais je veux dire les limiter, ces conflits-là, les contenir, les éviter, pour que finalement, chacun y trouve son gain, que ce soit les populations locales, que ce soit pour les ambitions d'intérêt général, parce que je veux dire que quand on donne quand même un domaine à une entreprise, un privé, c'est pour des investissements, pour réduire le chômage et autres. Donc, face à ces conflits-là, que faut-il faire pour éviter, pour ne pas me redire, les conflits? Bon, je crois qu'il faut faire attention. La première chose, c'est qu'il faut faire attention. La notion d'intérêt général est une notion elle-même, somme toute relative. Pourquoi est-ce que je dis ça? Certains peuvent considérer que l'intérêt général, c'est les 1500 emplois qui vont être créés lorsqu'un projet va être mis sur pied. Mais pour d'autres, l'intérêt général, c'est la valeur sentimentale, la valeur historique, la valeur anthropologique d'un site qu'il faut conserver. Donc, il faut faire attention à ce type d'opposition. Et comment on arbitre ça? Parce que vous ne pouvez pas mettre sur la balance des emplois d'un côté et la valeur historique et anthropologique d'un site de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui permette de mesurer ça. Ce qu'il faut faire, pour le dire simplement, c'est améliorer la participation des populations à l'élaboration des projets. Et quand je dis améliorer la participation des populations, c'est dès l'étape du design du projet qu'il faut que les populations soient incluses dans l'élaboration de ces projets. Si vous avez conçu les projets, je ne sais pas moi, à Douala, si vous avez conçu des projets à Yaoundé et que vous venez surprendre les populations avec ces projets, alors que ces populations n'ont pas été associées, bien évidemment qu'il va y avoir des oppositions, bien évidemment qu'il va y avoir des freins, bien évidemment qu'il va y avoir des personnes qui sont réfractaires à ces projets, nonobstant votre bonne foi. Parce que là, je fais abstraction des manœuvres frauduleuses qui sont souvent portées par les fonctionnaires. Et j'aimerais signaler à Pierre-Emmanuel, je sais que c'est une figure imposée quand on est du MRC, de tout mettre sur le dos du gouvernement qui a, pour l'occasion, bon dos. Mais je suis désolé, les fonctionnaires qui se livrent aux manœuvres frauduleuses le font souvent dans leur intérêt bien compris. L'argent qu'ils en retirent ne rentre pas dans les caisses du RDPC. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu la couleur. Cet argent rentre dans les poches de ces individus. Non, ça, vous n'en avez pas la preuve, vous ne pourriez pas l'étayer si on vous demandait. Cet argent rentre dans les poches de ces individus, nourrissent peut-être leur famille et tout. Donc, c'est pour des raisons personnelles, d'enrichissement personnel. Et quand le gouvernement a connaissance de ces situations, comme ça s'est passé pour le cas du port de Kribi, ces individus sont attraits devant les tribunaux qui appliquent les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Donc, le régime n'a rien à voir dans cela. L'autre chose que je voudrais lui indiquer, c'est que je n'ai pas l'impression qu'être fonctionnaire, lorsque vous êtes fonctionnaire, vous avez automatiquement votre carte du parti. Si tel était le cas, je crois que Alain Foguet serait du RDPC. Je crois que Serge Djou serait du RDPC. Je crois que Yannick Kouam également serait du RDPC. Donc non, ce n'est pas sérieux de prétendre que tous les fonctionnaires sont du RDPC. Je connais de nombreux fonctionnaires qui sont des militants de ton parti politique, le MRC. Donc, pour revenir au sujet, je dis, ce qu'il faut faire, c'est améliorer la participation. Pour ce qui concerne les terres, il est dit que l'État est
le gardien des terres dans une des ordonnances de 74. Moi, je suis toujours réservé lorsqu'on me dit que les terres appartiennent à l'État. Je considère que l'État a un droit exorbitant de préemption. Mais effectivement, comme disait Anne Féconde, il y a des populations qui, même sans avoir un titre foncier, ont un vécu historique sur les lieux. Considérez que ces lieux appartiennent au domaine national. Ces populations, le jour où vous viendrez implémenter un projet, vous diront, nous on est là depuis 300 ans. Et on n'a pas l'intention de partir de là. Donc, si vous ne commencez pas, si tu veux faire ton champ de 1000 hectares, il faut commencer par aller voir les populations. Et c'est ce qui s'est passé dans la vallée d'une tête, parce que les populations disent quoi? Les populations ne s'opposent pas à ce projet. Mais les populations disent, vous avez conçu ce projet à Yaoundé, et tous ces boucles à Yaoundé, nous on n'est pas au courant, donc on n'accepte pas. Non. Non. Abel Elimbi-Loubert, il nous reste une dizaine de minutes, 13 environ. En guise de développement, mais sous fond de mot de la fin, comment préserver ces conflits? Il faut respecter les dispositions réglementaires qui existent. Mais elle date de 74, est-ce qu'il ne faut pas déjà... L'ordonnance date de 74. Non, l'ordonnance portant régime foncier oui. date de 74. D'accord. Et cette ordonnance ne pose aucun problème. Au contraire, contrairement à ce que j'ai entendu, l'État sait que l'État du Cameroun date de 1960. Date pas de 1918. Donc l'État sait que les communautés coutumières existent avant lui. C'est d'ailleurs pourquoi un principe est inscrit dans la Constitution. La préservation des droits des populations autochtones. Ça relève du fait que l'État sait que, avant son existence, eh bien, il y avait des communautés. Seulement, ce qui se passe, c'est que ces communautés même ne savent pas mettre en valeur leurs propres droits. Parce que l'ordonnance, le décret de 76, qui a été après modifié en 2005, prévoit que le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière. Donc, même quand une communauté dit que ça, ce sont mes terres, alors qu'elle n'a pas pris soin de les faire immatriculer, alors que la loi lui donne la possibilité de le faire, elle-même, elle est dans l'erreur. Vous ne pouvez pas avoir des terres illimitées. Alors, l'ordonnance de 74 donne la primauté aux communautés coutumières de faire immatriculer à leur profit les dépendances du domaine national de première catégorie. Pas tous les domaines. Parce que c'est ça le débat. Il y a un domaine national que les communautés coutumières peuvent faire immatriculer à leur profit en prouvant qu'elles occupaient, qu'elles mettaient en valeur cette dépendance-là du domaine national avant 1974. Pourquoi 1974? Pourquoi le 5 août? Le 5 août 1974, c'est la date de promulgation de l'ordonnance qui organise le régime foncier. Il faut bien qu'il y ait un régime foncier. Vous ne pouvez pas dire que l'ordonnance de 74 est caduque ou bien il ne sert plus à rien. Non. Quand vous lisez l'ordonnance de 74, vous ne voyez rien là-dedans qui est anachronique. Est-ce que aujourd'hui, en 2020, des gens peuvent venir vous dire que la cité sikh, c'était leur domaine, alors qu'ils ne vous apportent aucune preuve? Donc, l'ordonnance a voulu que, avant toutes les mises en valeur que vous avez pu faire avant 1974, elle vous donne droit à l'immatriculation au profit de votre communauté, au profit des individus même. Mais quand vous n'avez pas fait immatriculer vos terres, en réalité, il faut qu'on le dise à nos populations. Elles n'en sont pas propriétaires, au sens juridique du terme. Quand vous dites simplement que la forêt de Bonous appartient, alors que vous n'avez pas pris la peine de la faire immatriculer à votre nom, de limiter l'étendue de votre propriété
eh bien, l'autre qui est de l'autre côté peut dire aussi que de chez lui jusqu'à chez vous, ça lui appartient. Donc, vous voyez bien que c'est conflictogène, cette conception des choses. C'est pour ça que l'ordonnance de 1974 est arrivée. On part du principe que, comme vous habitez là, vous avez le droit, vous êtes les premiers à avoir le droit. Mais allez donc faire inscrire ces droits-là dans les livres fonciers du pays. Les gens ne le font pas. Bon. Mais en même temps, ça n'autorise pas tous ces abusifs qui ont d'autres considérations en deuxième main et qui viennent faire passer l'idée du développement avant. C'est pour ça que toutes les dispositions réglementaires prévoient que lorsque vous voulez acquérir des dépendances du domaine national, notamment de deuxième catégorie, parce que c'est le domaine national où l'homme n'a pas eu d'emprise, il faut une concession. Merci. Et cette concession-là implique donc tout ce que mes prédécesseurs ont eu à dire. Merci. Et il faut que ceux qui sont chargés de faire fonctionner l'État respectent les différentes phases. Merci, Abel. Qui conduisent à la délivrance des concessions. Sinon, on aura toujours des problèmes. Pierre-Emmanuel, comment préserver les conflits? Il faut respecter la loi. Comme Abel Limbelo vient de dire, il y a une loi qui régit tout cela. Le problème dans notre pays n'est pas tant sur le fait que les lois n'existent pas. Elles existent bel et bien. Je prends le cas, par exemple, de l'immatriculation dont il parle, qui est très pertinent d'ailleurs. Il faut que, effectivement, parce que quand on est sur ce plateau, il faut également éduquer nos populations. Il faut que les populations sachent qu'ils doivent immatriculer leurs terrains. Mais maintenant, il y a également cette crise de confiance qui existe entre les populations et l'administration publique, qui est établie depuis belle lurette. C'est-à-dire qu'on connaît tous les process, d'immatriculation pour obtenir un titre foncier au Cameroun. Pour celui qui est dans une situation de précarité, on sait que généralement, la plupart du temps, c'est ceux qui ont les moyens qui viennent prendre de l'avant des travaux d'aménagement et tout, et puis introduire les titres, les dossiers d'immatriculation. Donc, la plupart du temps, il y a beaucoup de manœuvres qui entrent en jeu pour immatriculer un terrain pour quelqu'un qui n'est pas financièrement, qui n'a pas une bonne situation. Généralement, les dossiers sont souvent parfois abandonnés par certaines personnes. Donc, c'est autant de problèmes qu'il faut rapidement résoudre. Sinon, on va se retrouver dans une situation où tout le temps, les populations vont continuer à se soulever. Donc, il faut le respect de la loi foncière. Il faut aussi la réforme de cette loi foncière, parce que je prends un cas. Nous savons que nous n'avons pas encore d'inventaire forestier au Cameroun. Au Cameroun, on ne peut pas, pour des forêts qui sont déjà recensées, connaître le nombre d'arbres qu'il y a par forêt et le nombre d'essences qu'il y a dans cet univers-là. Donc, c'est un travail de fond qui doit être fait. Parce que si déjà vous ne connaissez pas quelles sont les essences qui sont dans vos forêts ou le nombre d'arbres qu'il y a dans une forêt recensée, ça veut dire que même dans le cadre de l'exploitation de cette forêt-là avec des partenaires, on peut brader la valeur réelle de cette forêt-là dans les clauses du contrat qui seront faites. Donc il faut réformer également le système foncier au Cameroun. Il faut respecter la loi et il faut la rigueur et la célérité dans l'obtention des immatriculations des titres fonciers. Dernière intervention dans cette émission de Seconde. Alors, il faut, comme solution, je vais d'abord me répéter, il faut que l'État central comprenne que les communautés lui sont antérieures et arrête de penser, d'agir comme s'il peut tout seul décider de ce qui est bon pour elle ou pas. Donc, il faut absolument impliquer les populations dans ce type de projet. Je parle de ceux qui ont débouché sur les crises dont nous parlons maintenant. Par ailleurs, je l'ai déjà dit, il est important
pour limiter ça, pour éviter que ça se produise au moment où les populations s'émancipent davantage et commencent à exercer leur droit de revendiquer, parce que ce sont des choses qu'on n'a pas beaucoup vues avant. Ça va devenir très récurrent. Il est donc important qu'un travail soit fait, un cadastre coutumier, pour le dire ainsi, avec des anthropologues, des historiens, des sociologues qui vont nous permettre de définir la partie des terres de notre pays qui peut être légitimement revendiquée par les populations et celle qui ne peut pas l'être et qui va donc relever du domaine national sur laquelle l'État pourra faire ses opérations comme elle veut. Autre chose, nous avons préconisé au PCRN la gratuité du titre foncier. Pourquoi? Parce que nous considérons que le capital que la plupart des Camerounais peuvent avoir, c'est au moins le terrain. Chacun de nous a un lopin de terre quelque part qu'il peut utiliser, qu'il peut mettre en valeur pour investir. Mais les procédures d'obtention du titre foncier au Cameroun en l'état relèvent du mystique. C'est une procédure carrément qui est mystique, comme la plupart des procédures, qui est remplie d'acteurs, qui se constituent souvent en véritables obstacles. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des notaires qui sont devenus de véritables problèmes. Ils sont censés être des facilitateurs. Je parle que d'eux. On a déjà parlé des fonctionnaires sur ce plateau. Mais qui deviennent des blocages pour que ce soit les vendeurs, que ce soit les acheteurs, que ce soit pour des procédures d'immatriculation en elles-mêmes. Et on a beau dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais on n'est pas censé ignorer la loi quand on a été un minimum éduqué. Les populations ne sont pas suffisamment éduquées, suffisamment informées là-dessus. C'est pour ça qu'il est important que l'État central procède à la gratuité du titre foncier. Le titre foncier va rapporter plus d'argent à l'État à long terme que les droits d'enregistrement, que les impôts prélèvent et que les frais que les notaires prennent pour après devenir eux-mêmes des problèmes. Soit on trouve des notaires qui discutent des terrains dans les procédures d'immatriculation qui les impliquent, etc. Il faut simplifier ça. Ça, ce sera une première... C'est une première vague de réforme. Vous avez dit que nous sommes à la fin d'émission. Absolument. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à ce niveau pour le moment. Merci et on en a terminé pour ce soir. Je voudrais vous dire merci d'être venu apporter à la réflexion sur les deux thèmes que nous avons abordés, évidemment, et cette pensée qu'on a vis-à-vis de nos frères du Mali, qui, comme on l'a dit à l'entrée de l'émission, sont en train de traverser un coup d'État. Mardi prochain, vous aurez droit à une autre édition de Cartes sur table. Merci d'avoir regardé cette édition. Bonsoir et à mardi.